Que l'on s'engage pour soi, pour les autres, pour une cause qui nous touche, pour la démocratisation du beurre demi-sel sur toutes les tartines de France, il y a toujours une petite voix qui est à l'origine de notre motivation. Pour cette 3e saison de Demi-sel, j'ai voulu trouver la source de l'engagement breton. Eh ben écoute, on va te donner un maximum de force, je te laisse t'installer, t'as ton casque, ton micro, si tu veux un café tu nous dis, sois la bienvenue. Merci. Aujourd'hui, dans Demi-sel, nous allons aborder l'engagement sportif. Comment tombe-t-on dans la marmite du sport de haut niveau? Comment surmonter les baisses de morale, les échecs et les blessures liées à cette pratique? Et puis, on verra que le sport peut aussi faire naître d'autres formes d'engagement. Pour ça, j'ai donné rendez-vous à une Bretonne et sportive accomplie, plusieurs fois championne de France de cyclisme. Elle s'appelle Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Ce que je te propose pour démarrer, c'est de faire plus ample connaissance avec la minute « Qui êtes-vous » Mais vous êtes qui? T'es qui? Et le principe de cette minute Qui êtes-vous, c'est de te présenter et de m'expliquer en une petite minute, Audrey, qui es-tu, quel est ton engagement? Alors, je m'appelle Audrey Cordon-Rago, je suis cycliste professionnelle, j'ai 32 ans et je suis née en Bretagne et bretonne pur beurre. Je suis cycliste depuis l'âge de 10 ans et j'ai gravi les échelons un par un jusqu'à devenir professionnelle en 2019. Aujourd'hui, je vis donc de mon sport et je fais partie de l'équipe de France et partie de cette équipe Trek Segafredo, une équipe américaine. Donc, je parcours le monde sur mon vélo en participant à différentes compétitions et je suis aussi engagée en tant que femme, évidemment, parce que je suis une femme dans un monde d'hommes. Quand on parle de cyclisme, on pense plus au cyclisme masculin qu'au cyclisme féminin. Mais engagée, voilà, pour révéler ce cyclisme féminin qui manque de médiatisation, mais qui pourtant grandit. Tu parlais de la Bretagne. Où ça en Bretagne? D'où est-ce que tu arrives là? Alors moi, je suis originaire de Plumieux et j'habite aujourd'hui à Saint-Étienne-du-Gué-de-Lille, dans les Côtes-d'Armor, tout près de Loudéac. Mais je connais très bien Saint-Étienne-du-Gué-de-Lille, Team 22, moi aussi. La Bretagne, on va en parler, ça fait partie évidemment de tes attachements et forcément, ça donne envie de creuser tout ça. C'est donc parti pour la séquence Bretagne. On n'est pas bien là? Audrey, actuellement, nous sommes 2 sur le plateau et pourtant, cette discussion, on va l'avoir à 3 puisque j'ai eu la chance de rencontrer Jérémy Dedouet, qui est également notre invité sur cet épisode de Demi-sel. Je vais te faire écouter un petit extrait de notre entretien. Oui, donc Jérémy Dedouet, donc j'ai 32 ans, je suis papa d'une petite fille qui s'appelle Léonie. Je suis un athlète qui fait la course à pied et notamment du trail. Je me suis mis comme challenge le record du GR34, 2104 km précisément. Je m'étais dit que je ferais ça en moins d'un mois et finalement j'ai mis 27 jours, 11 heures et 35 minutes pour être précis. Donc l'objectif a été atteint. Moi au début le trail, je l'ai plus abordé par l'aspect montagne, mais finalement voilà, j'ai toute ma famille qui est basée en Bretagne et j'ai un attachement très fort à la région. Et je me suis rendu compte que la Bretagne c'est une vraie terre de trail et qu'il y a des super spots. On a également des très belles courses qu'on pourrait assimiler à des classiques, notamment dans le vélo. Donc ça me tenait vraiment à cœur d'entre guillemets faire le tour du pays, comme on dit. C'est vraiment une déclaration un peu d'amour à ma région aussi, d'avoir entamé ce record et d'avoir imaginé ce record. J'ai souhaité impliquer lors de ce record la SNSM, donc les sauveteurs en mer. Il faut savoir que la SNSM a plus de 50 stations sur toute la côte bretonne, du Mont-Saint-Michel à Saint-Nazaire. Donc c'est comme si le GR faisait un peu la liaison entre toutes ces stations et tous ces bénévoles. Donc ça faisait beaucoup de sens de les impliquer. Et donc le record a permis de lever environ 3 000 € au profit de l'association. Donc je suis assez fier de ça et je remercie vraiment toutes les personnes qui ont contribué. C'est top d'avoir pu faire ça. Jérémy Dedouet, qui est un recordman, qui est un champion, un petit peu comme toi aussi, tu le connais d'ailleurs? Alors non, j'ai pas eu la chance de le rencontrer. C'est vrai que après ce passage audio, c'est vrai que j'aurais envie d'échanger avec lui parce que on a pas mal de points communs. Tout d'abord, il a mon âge. Ensuite, il est breton, il a l'air très attaché à ses racines. Et puis la petite anecdote, sa fille a le même prénom que ma belle-fille, donc ça fait beaucoup de points communs finalement. Et non, ouais, j'aurais envie d'échanger avec lui parce que on fait 2 sports extrêmement difficiles où on doit se donner à 300%
100% pour réussir et je pense qu'il aurait beaucoup à m'apprendre et peut-être que moi aussi j'aurais beaucoup à lui apprendre. Et on continue de grandir grâce à ces échanges et grâce à des personnes comme ça qui vous inspirent, qui viennent d'un autre sport, qui font autre chose et qui vous permettent peut-être d'aller encore chercher ces petites secondes en plus grâce à leur expérience, grâce à leurs acquis. Donc ouais, ce serait très intéressant de le rencontrer. Et justement, hormis le cyclisme, est-ce que tu suis aussi d'autres sports? Ouais, évidemment, je suis pas mal de sports et je suis pas mal de sports en fonction, c'est vrai, des athlètes et souvent des athlètes bretons qui le pratiquent. Donc la voile quand il y a de la voile en Bretagne, le football évidemment avec nos grandes équipes bretonnes, le rugby et d'autres sports comme ça où j'arrive à m'identifier finalement à certaines des athlètes et ouais, je suis assez éclectique en niveau sportif. Mais la Bretagne t'anime, quoi. Ouais, la Bretagne m'anime. C'est vrai que dans mon équipe Trek Segafredo, souvent on me présente pas comme française mais comme bretonne. Donc ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que j'ai à cœur vraiment d'être aussi actrice finalement de cette région, de participer aux événements quand j'ai la possibilité de le faire. J'ai la possibilité de parler au nom de beaucoup d'autres et je saisis cette opportunité pour faire passer des bons messages et des bons messages à travers le sport. Alors maintenant qu'on se connaît un peu plus, moi j'ai envie de savoir aussi ce qui te motive au quotidien. Et c'est parti pour la séquence motivation. Allez, on se motive. Audrey, moi j'aimerais savoir cette passion pour le cyclisme. À quel âge, comment elle a démarré? Alors moi, ma passion pour le cyclisme, elle a démarré plutôt jeune puisque j'ai commencé le vélo, j'avais 10 ans, sachant que je baignais dedans depuis ma naissance. Je pense que ma première sortie après la clinique, ça a été sur les bords de circuit pour voir mon papa courir. Puis ensuite est venu le temps où j'ai souhaité faire de la compétition, où j'avais cet esprit de compétition déjà toute petite. J'ai vraiment toujours continué, j'ai jamais fait autre chose. On m'a pas forcément plus poussé que ça, mais je suis tombée en amour avec le vélo et je regrette pas du tout. Mais alors quand t'es petite comme ça, quel type de modèle tu as finalement? Parce que le cyclisme féminin n'était pas encore ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ouais, mon premier modèle finalement ça a été mon papa. Okay. Ne voyant pas de cyclisme féminin à la télévision, je me suis toujours identifiée plutôt à des hommes sur un vélo. C'est le seul petit regret finalement que j'aurais sur mon début de carrière, c'est de pas avoir pu m'identifier à des femmes sur un vélo. Et c'est ce que j'aime dans ce nouveau cyclisme féminin, puisque avec l'arrivée d'un Tour de France, d'un Paris-Roubaix, les petites filles vont pouvoir s'identifier à des femmes sur un vélo et c'était mon rêve finalement en tant qu'athlète d'arriver un jour à pouvoir diffuser le vélo féminin à la télévision au grand public. Donc l'évolution pour toi du vélo féminin aujourd'hui est plutôt positive? Complètement, complètement. On est dans le positif à 300%. Ouais. Et moi ce qui me fascine aussi chez les sportifs, c'est la manière dont ils arrivent à dépasser leurs limites dans des circonstances parfois extrêmes, à ne jamais rien lâcher. D'ailleurs Jérémy m'a raconté quelques anecdotes, je te propose de les écouter. Ce qui permet de tenir sur un record comme celui-là, déjà, c'est l'engagement qu'on y a mis en amont. Comme je le redisais tout à l'heure, c'est un peu l'esprit d'équipe aussi que tu constitues autour de toi qui fait que rien que pour tous ces acteurs et toutes ces personnes, tous ces proches, tu peux pas lâcher. Donc ça te donne un vrai plus. Et puis non, le bonus que j'avais, c'est vraiment ma petite fille qui avait 6 mois au moment du départ dans le van. Ça décuple les forces parce que tu te dis, on est en train de vivre un truc en famille exceptionnel. Mais donc, t'as envie d'aller au bout rien que pour ça. On a fait un film aussi autour de l'aventure qui s'appelle Pérégrination bretonne et qui est disponible sur YouTube gratuitement. Moi, le but aussi de ce film, c'était de laisser une trace vidéo pour que ma petite fille, dans quelques années, quand elle aura l'âge de comprendre tout ça, elle le regarde et se dise « Mais mes parents, ils sont complètement fous ». Le pire souvenir, ça intervient très tôt. C'est le deuxième jour. Deuxième jour, j'ai vraiment un moment très difficile parce qu'il fait très mauvais. Il y a énormément d'averses toute la journée. Et j'avais beau être très équipé contre la pluie, au bout d'un moment, les tissus imperméables, des chaussures, de la veste, etc. La veste, elle avait bien tenu, mais c'est plus les chaussures. Mes pieds, ils sont vraiment dans un mauvais état. Et donc, cette journée, elle est très, très, très compliquée. Quand j'arrive le soir, je craque complet. Les proches présents à ce moment-là, on est un dimanche soir, donc il y a plus grand monde. Et j'imagine pas dans leur tête ce qui a dû se passer parce que ils doivent se dire, mais attends, là, on a fait 2 jours, comment ça va se passer, quoi. Mais le lendemain, on repart, donc. Et après, côté moment positif, forcément, il y a l'arrivée, parce que l'arrivée, c'est la concrétisation, mais j'en ai plein, en fait, des moments positifs. J'en ai d'ailleurs beaucoup plus que de moments négatifs. Sur la ligne d'arrivée, en fait, j'avais prévenu personne. J'avais acheté une bague tout seul dans mon coin.
Je l'avais prise avec moi dès le départ. Et puis le dernier jour, je suis parti donc avec la bague et j'ai demandé en mariage ma conjointe Maëla sur la ligne d'arrivée. Tout le monde était scotché parce que personne s'y attendait. Donc ça a été une sacrée surprise, ouais, un beau moment. Et Jérémy évoque beaucoup sa famille dans ses sources de motivation. Est-ce que c'est pareil pour toi? Est-ce que ça fait partie du leitmotiv finalement lors des moments compliqués? Quand j'étais jeune, c'est vrai que j'avais tendance à être hyper indépendante et à tu es toujours jeune par contre, Audrey. Je te coupe. Oui, mais... oui. Alors quand je dis quand j'étais jeune, que j'ai commencé à voyager, c'est-à-dire aller à l'âge de 15-16 ans, là, en fait, on s'en fout un peu de sa famille, on part et on n'a qu'une envie, c'est de profiter de la vie. Et puis en fait, il y a un moment dans sa vie où on est rappelé à ça et aujourd'hui c'est vraiment mon leitmotiv et c'est vraiment ce qui me pousse aussi à continuer parce que il y a des moments plus durs que d'autres de pouvoir se raccrocher à ça pour performer. Je pense que ça prend de l'importance en vieillissant. T'es une compétitrice, t'as gagné beaucoup de titres. J'imagine que quand tu perds, quand t'es un peu moins performante, il y a de la déception. T'as déjà hésité peut-être à arrêter ou à prendre beaucoup de recul? Non, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais pensé à arrêter. Par contre, les échecs font de moi une athlète beaucoup plus forte. Et ça m'est arrivé. J'ai une anecdote sur le championnat de France à Grandchamp, donc championnat de France à domicile dans le Morbihan en 2020, où je termine deuxième du contre-la-montre à un peu moins de 3 secondes. Ouais. Et j'étais dans un état d'énervement extrême. Et je suis interviewée par France Télé juste après, et je sors un demain va pas falloir me faire chier. Désolée pour le vocabulaire, mais c'est exactement ce que j'ai dit à la télévision. Autant vous dire que le soir, mon père a regardé la télé, il a vu l'interview, il s'est dit oh là là, qu'est-ce qu'elle a dit. Et le lendemain, je suis championne de France avec la manière en plus, puisque j'arrive en solitaire. Et en fait, quelque part, je me dis que sans cet échec la veille, j'aurais sûrement pas gagné le lendemain. Donc ce genre d'échec, moi, ça me rend plus forte en tout cas. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé en une nuit? À quel moment t'as su justement rebondir aussi rapidement? Je pense que c'est un état d'esprit, c'est aussi peut-être un trait de mon caractère d'avoir besoin d'être piqué pour derrière mieux rebondir. Là, ce jour-là, j'ai été extrêmement calme. J'ai pris la course à l'endroit, j'ai attaqué au bon moment. J'étais on appelle ça un jour de grâce. Ça arrive à beaucoup d'athlètes. Alors, comme dirait mon père, vaut mieux que ça arrive en compétition qu'à l'entraînement. Et j'ai pu revêtir ce maillot tricolore qui a été une très grande fierté. Donc, ton papa t'accompagne beaucoup, ton mari aussi, toute la famille finalement? Alors, il m'accompagne par la pensée beaucoup. C'est vrai qu'il m'accompagne physiquement très rarement, souvent sur les championnats de France qui se déroulent pas très très loin. On a souvent les championnats de France dans l'ouest de la France. Pour le reste, non, je suis quand même souvent seule. Et mon mari fait également partie de ces personnes qui, au-delà de l'aspect affectif, est aussi là, tout ce qui est technique. Lui, il est mécanicien cycle, donc c'est lui qui s'occupe de mon matériel, etc. Et j'ai besoin aussi d'avoir confiance. Il l'expliquait très bien, Jérémy, qu'il a besoin d'avoir la confiance et que c'est une équipe autour de lui. Bien, moi, j'ai mon équipe à proprement parler, mais j'ai aussi mon équipe familiale et les personnes qui font tout pour que je réussisse. Et c'est hyper important. Et le temps familial, en effet, est important. Le temps perso, toi, justement, comment tu le partages avec tous ces voyages? Est-ce que tu te donnes des limites? Alors, être cycliste professionnel, c'est manger, boire, travailler, s'entraîner et vivre vélo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vacances, en fait. Il y a 2 semaines de vacances dans l'année à peu près. On dit souvent non pour les fêtes de famille, on dit souvent non pour les mariages. On voit pas souvent ses amis non plus. C'est parfois un petit peu frustrant, évidemment, de pas pouvoir les voir autant que je voudrais. Mais je me dis que ce n'est que partie remise, puisque ma carrière s'arrêtera un jour. Et à ce moment-là, j'aurai vraiment l'occasion d'en profiter un peu plus que maintenant. Jérémy évoquait, quand il a demandé sa femme en mariage en arrivant sur la ligne d'arrivée, comme l'un de ses plus beaux souvenirs. Est-ce que tu en aurais un également à nous partager sur tes différentes performances? Je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, ce championnat de France à Grandchamp 2020, post-Covid. Donc ça a été compliqué psychologiquement et malgré ça, en fait, j'ai réussi à garder le cap, à continuer à m'entraîner, à être sérieuse, à pas prendre 10 kilos pendant ces 2 mois et demi, ce qui a été le cas pour beaucoup de gens. Et du coup, d'être championne de France cette même année, à domicile, auprès de ma famille et mes amis. J'ai vécu vraiment les 5 derniers kilomètres de cette course en solitaire, où j'ai traversé les fumigènes qui avaient été lancés par un groupe d'amis, où j'ai vraiment su profiter de ces derniers kilomètres et passer la ligne et voir mon mari derrière la ligne qui ne devait pas être là normalement. Surprise, voir les larmes de mon papa, de ma sœur, ça a été un moment, le moment le plus fort de ma carrière. Ouais. Et maintenant, avec tout ce qui va se passer, on parlait du Tour de France, les ambitions
Quelles sont-elles? Les ambitions sont grandes, hein. Évidemment. Quand on m'a annoncé l'arrivée du Tour de France féminin, j'ai tout de suite eu des étoiles dans les yeux. J'ai été comme une gamine finalement qui allait prendre le départ de la course la plus importante de sa vie. Pour moi, c'est la plus belle course du monde, c'est l'événement sportif du monde, et c'est ce qui aussi manquait finalement au cyclisme féminin pour passer encore un cap médiatique. Et je vais faire partie de ça. Je vais vraiment rentrer dans la vie de Monsieur Tout le Monde, dans la vie de personnes qui n'ont jamais regardé de cyclisme féminin et qui vont être confrontées en allumant leur télévision à des gonzesses sur un vélo, quoi. C'est énorme. C'est l'objectif de ma saison, c'est le rêve de toute une vie aussi. Eh ben, nous serons là pour t'encourager. J'espère. Audrey, on arrive à la fin de cet entretien. Avant de se quitter, juste, on va conclure par mon moment préféré. C'est le tu préfères. Accroche-toi. Tu préfères avoir une voiture avec des roues carrées, mesurer la moitié de sa taille, un vélo avec une selle en clou, devenir chauve ou peser le double jamais de ton poids. te couper les cheveux. Audrey, tu préfères te mettre au monocycle ou manger des tartines de beurre doux le restant de ta vie? Oh, le monocycle. C'est vrai? Ah, sans hésitation, non, le beurre doux, c'est pas possible. C'est bien, je valide. Merci beaucoup Audrey d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci aussi à Jérémy pour cet épisode de Demi-Sel. Beaucoup de force pour la suite. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver les saisons de Demi-Sel sur toutes les plateformes audio, ainsi que sur le site et les réseaux sociaux de la région Bretagne. Et bien sûr, n'oubliez pas de suivre et de partager le podcast.